Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter Pedro José Garcia Sanchez, qui d'abord a une formation de sociologue, qui est aussi ethnographe, et qui travaille beaucoup là depuis quelques années sur la notion d'espace public et sur la possibilité de cohabiter dans l'espace public, qui est une question, je pense, hautement contemporaine, hautement importante aussi pour nous, et qui rejoint une fois de plus, il y a une espèce de fil rouge qui traverse un peu la matinée et l'après-midi, qui rejoint les questions d'hospitalité, de confiance, ou justement d'hostilité, de méfiance, et ainsi de suite. Il va nous parler donc le titre de sa conférence est intitulé Urban Matrix, étrangeté, superficialité et tact. C'est un titre extrêmement mystérieux, d'autant plus que nous n'avons pas le résumé de sa conférence, donc nous attendons avec beaucoup d'impatience son intervention. Nous sommes dans le mystère et tu vas lever le mystère. Bon, ben, je vais essayer au moins d'élever l'intrigue. Oui. Vous n'avez pas eu la RFI? Non, je l'ai pas reçu. Ah, c'est pas grave. En fait, il est là, pour résumer. Bien, bonjour à tous, à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité de venir parler avec vous à Strasbourg et sur CIMEL, ce qui est quand même un honneur. Alors, dans ses enseignements en sociologie urbaine, Isaac Joseph accordait à la pensée de CIMEL une place centrale. Il était impossible de s'extraire de son récit de ce qu'il appelait la triade propre, ou en tout cas nous permettant de penser une urbanité démocratique. C'était quoi cette triade? En fait, c'était 3 textes, dont ils ont été tous déjà cités et travaillés dans ce qui va du colloque. Donc, l'un, Digression sur l'étranger, 1908, l'autre, Métropole et mentalité, 1903, et l'autre, Sociologie et la sociabilité, 1918. Et à partir de ces 3 textes, et avec Isaac, on apprenait justement à comprendre comment ces questions, donc, Patrick Vattier a parlé, et étrangeté, et superficialité, tact, réserve, faisaient partie de la boîte à outils des bases pour comprendre qu'est-ce qu'est un environnement urbain. Et à partir de quoi on peut imaginer, ou en tout cas croire, à que ce qu'on fait comme citadin, mais aussi comme analyste des faits urbains, de la question urbaine, et en quoi on peut devenir compétent, ou pas, ou plus ou moins. Donc je propose dans cette communication de revisiter cette triade de façon à comprendre comment justement se fait se devenir des clés de compréhension sur la matrice socio-spatiale. Et puis le choix évidemment simélien de ces éléments permet certes de comprendre l'avènement de la métropolisation et de la modernité qui lui est propre. Mais cela révèle aussi une véritable révolte à l'égard des conventions académiques que les sciences sociales instituent à l'époque, on en a parlé ce matin. Mais aussi leur opérationnalité analytique débouche sur ce qu'il appelle une approche révolutionnaire proprement parlant, en ce qu'elle engage une politique d'avant-garde de l'espatialité. Et c'est pourquoi les répertoires d'alternatives auxquels donne lieu l'oscillation d'un continuum, c'est comme ça que je vais l'aborder, étrangeté, hospitalité, et peut apparaître à travers ces 4 termes clés: proximité, distance, sociale et spatiale. Spatial.
Donc, commençons par lever cette intrigue. Matrix. Je n'appartiens pas vraiment à cette génération qui a été biberonnée avec les 3 chapitres de Matrix au cinéma. Par contre, revenir à cette idée qui vient du latin et grec, mater, mère, qu'on peut traduire en français par matrice, et qui nous fait penser justement à cette idée d'une espèce d'organe creux, ou en tout cas un matériel qui va englober toujours quelque chose d'autre, qui va fonctionner comme une sorte de moule ou de creuset, dans lesquels ils vont se former des choses. Et puis, métropole. La métropole, qui vient du latin métropolis, qui l'emprunte à son tour au grec, il y a cette idée aussi de métropolis, cité-mère, okay, composée de méter, mère et polis, cité. Donc, le projet Simmélien, c'est de comprendre comment d'innombrables actions réciproques entre les individus, mais les individus dans l'espace et avec les objets qui sont dans l'espace, les équipements, si vous voulez qu'on parle un peu le langage des opérationnels, loin d'être futiles, sont constitutifs non seulement des institutions, du socius, comme a très bien décrit Patrick Vattier, de ces plus de sociétés qui rendent la société possible, pour citer Simmel. D'où justement l'intérêt pour le travail microsociologique et les interactions, pour ce qu'on appellera, pas dans la génération de Simmel, mais après, une interaction, et en particulier sur les formes de relations urbaines. Donc, mener l'enquête sur la vitalité du monde, on a parlé de Bergson, c'est un terme bergsonien, permet aussi de lui rendre l'appareil, c'est-à-dire de le vitaliser. Mais être attentif à cette vitalité requiert d'être, curieusement, aussi attentif de ce qui les rend vulnérables. Et les sociétés se rendent sociologiquement compréhensibles si l'on demeure attentif aux circonstances dans lesquelles le lien, y compris l'engagement, est soumis à l'épreuve justement de ses qualités vulnérables. Et face à cette vulnérabilité, faut-il à tout prix faire que les liens puissent surmonter sa vulnérabilité en ayant recours aux grammaires normatives du bien commun? La réponse simmélienne, elle va opérer par digression justement par rapport à cette question. Parce que, c'est dire, bon, ne serait-il pas aussi, ou plutôt question de prendre d'abord au sérieux la réciprocité qui surgit de son intermittence, de l'intermittence du lien, qui a été très bien analysée par mon collègue Patrick Vattier, et de sa faillibilité relationnelle. Donc la ville, comme ça, passe d'être étudiée comme une cosmogonie et devient saisissable à une autre échelle, que je n'appellerai jamais une échelle binaire. Je l'appellerai tout simplement l'échelle des figures citadines. Pas des figures de la ville, comme a pu être thématisé par Yves Grafmeyer, par exemple. Mais non plus pas des figures de l'individu ni de citadins, les figures citadines. Donc, premier texte, digression sur l'étranger. La première chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que Simmel nous propose de parler de l'étranger justement à partir des digressions, c'est-à-dire à partir d'un mode mineur. Et qu'est-ce qui révèle cette minorisation? Pourquoi esquiver la porte principale d'entrée au théâtre? Pourquoi choisir de rentrer par, même pas la porte derrière, mais peut-être par la fenêtre de la cuisine? Parce que, justement, il nous parle d'étrangers sans nous emprisonner dans les corps de l'étranger, dans l'identité de l'étranger. Et ce que les sociologues en général n'apprécient pas. Mais non plus comme groupe. Attention, ce n'est pas non plus l'étranger en tant que groupe, ce n'est pas les immigrants. Mais il nous parle de l'étranger à partir des qualités de ce qui peut être étrange.
comme Patrick l'a dit tout à l'heure, ce qui peut amener à une confrontation avec l'incertitude. Quelque part, l'étrangeté. Alors là, vous me permettrez de lire notre auteur directement, très rapidement. Ainsi, l'étranger dont nous parlons ici n'est pas ce personnage qu'on a souvent décrit dans le passé, les voyageurs qui arrivent un jour et repartent le lendemain, mais plutôt la personne arrivée aujourd'hui et qui restera demain, les voyageurs potentiels en quelque sorte. Les voyageurs potentiels en quelque sorte. Penser l'étranger sans faire peser sur ces termes, ou sur lui, une faute, un manque, ce qu'il n'a pas, ce dont il ne pourra pas s'affranchir ou se dédouaner. L'étranger comme un voyageur potentiel implique justement penser l'étranger comme une affirmation, comme une manière de positiver les rapports à l'espace. Quel que soit l'espace et quel que soit l'individu, qu'on ait sa carte de séjour ou pas. On ne peut jamais perdre de vue ce qui produit justement cette potentialité. Un voyageur potentiel. Dans un article intitulé « Les migrants comme tout venant », Isaac Joseph offrait d'ailleurs une définition, si l'on veut, minimaliste de l'étrangeté. Et alors, il intercalait un « i ». Et étrangeté devenait étrangérité. Il les définissait de cette manière les rapports des populations urbaines entre elles. Les rapports des populations urbaines entre elles. Et donc, c'est là où des questions, peut-être de base, vont se poser. Parce que, vous savez, cette définition permet non seulement d'asseoir les manifestations de l'étrangeté et les épreuves que les cadres hétéronomes auxquels il va être confronté et nous invite aussi à penser en quelque sorte au cosmopolitisme urbain, mais aussi de contourner les confusions sémantiques dues à l'univocité linguistique qui entraîne en français le terme étranger. Vous savez, en espagnol, on utilise deux termes pour dire ce qu'en français on utilise le terme étranger. On dit extranjero et on dit extraño. Pareil qu'en anglais. Foreigner, stranger. Et de toute façon, et quelle que soit la langue, les défis moraux et anthropologiques demeurent intacts. Comment peut-on être étranger dans une grande métropole? Voilà une question. Ce matin, Florence avait parlé d'Anne Gottman et de son beau projet sur l'hospitalité. Et si on approfondit sur cette idée d'Anne Gottman, on sait que l'hospitalité, avant de devenir une vertu morale, est une épreuve. Car elle engage toujours un renversement de la situation. C'est-à-dire, on se doit de transformer l'ennemi en hôte. On se doit de transformer les non-membres en membres. Grâce à quoi? Pas tout à fait grâce au papier, aux formes des conventions communes, des grammaires du bien commun, mais en fonction aussi des ajustements, des compromis, des stratégies, etc. En tout cas, l'hospitalité devient une qualité relationnelle faite de tentatives dont l'accomplissement varie. Et donc, l'hospitalité comme épreuve, c'est une affaire de construction où les gages de symétrie sont fournis par une réciprocité qui serait moins celle du don contre don, si bien connue à travers les travaux de Mons, que cette réciprocité des perspectives dont un auteur comme Alfred Schutz ou d'autres comme Aaron Sicurel ont pu travailler. Et qui, pour résumer très rapidement, voire même jusqu'à la caricature, implique pas le fait de donner quelque chose pour obtenir quelque chose en échange, mais comment peut-on faire, même de manière imaginaire, pour qu'à chaque fois on se met à la place de l'autre. Et que se passe-t-il lorsqu'on se met à la place de l'autre et on a
un échange qui peut ne pas être tout à fait de l'ordre de la bienveillance ou d'être tranquille, etc., etc. Et d'où l'importance justement de ce que je vous disais tout à l'heure, ce continuum étrangeté hospitalité qui sert non seulement pour enregistrer l'état d'esprit d'une culture au regard de l'autre, qu'il s'agisse de l'autre comme autrui, avec un majuscule, ou qu'il s'agisse de n'importe qui, mais aussi pour identifier les usages permettant au répertoire d'interaction orienté par les préfixes co, coprésence, coordination, coopération, coercition aussi. D'activer ces registres, ces hiérarchies et l'hybridation nécessaire pour orienter les conduites et créer ces plus de sociétés d'où émerge justement la vie-le-monde. Deuxième texte. Métropole et mentalité. La proximité spatiale et la distance sociale à l'œuvre dans les villes sont interrogées aussi dans ce texte. Et les citadins, on le sait, c'est l'un des grands arguments de cet article. Et les citadins sont toujours confrontés à une surabondance de sollicitations, des images changeantes, etc., etc. Et donc, pour pouvoir les gérer, il faut se protéger. Ok? Je me rappelle quand je venais arriver à Paris il y a 25 ans, et que je venais de mon Caracas natal, et que tout à coup, les week-ends arrivaient, et j'ouvrais les périscopes. À l'époque, on achetait les périscopes, les plus anciens parmi vous se rappelleront, et du coup, j'avais le sentiment que je pouvais choisir de faire quelque chose, mais tout en choisissant en faisant ce choix de quelque chose qui était entièrement engageant pour moi, j'étais en train de rater autant de choses semblables. Alors, quoi faire? Face à ça, donc je dois faire quelque chose, je dois adopter une attitude qui me permet de gérer cette surabondance. Donc, créer de la distance à l'encontre des événements du quotidien. Et c'est ça la figure du citadin blasé. Et c'est citadin blasé qui, je rappelle les mots de Simmel, est celui qui a trop vu et qui est devenu indifférent à la différence des autres. Indifférent à la différence des autres. Et je relis à nouveau rapidement un petit passage. L'essence de l'attitude blasée, l'indifférence aux différences des choses, non pas en ce sens qu'elle ne serait pas perçue, comme dans les cas des personnes stupides, mais en ce sens que la signification et la valeur des différences entre les choses, par suite la signification et la valeur des choses elles-mêmes, sont ressenties comme vaines. Quand j'en parle à mes étudiants, j'enseigne à Nanterre, donc on prend les ROR A, A, et donc on est, indépendant de l'heure, on est sollicité. On est sollicité par des SDF. Donc face au premier, on réagit d'une manière qui peut être empathique. Les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes. Il arrive un moment que même si on est engagé dans les amis sociaux, il y a des réflexes d'évitement qui vont se mettre en place. Donc, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Et si les sociologues ont souvent considéré cette distance sociale comme étant négative, encore une fois, Simmel fait le nécessaire pour le positiver, pour les considérer comme une relation positive et nécessaire avec le monde. Et il juge cela comme une forme élémentaire, justement, de la socialisation, car la densité des relations implique une distanciation sociale pour pallier à une proximité physique intense. Et là, je reviens à mes termes. Donc, proximité, distance sociale, spatiale. Alors, selon notre situation et la façon dont on va s'engager, on va
si on est serré comme des sardines dans le métro, cette proximité sociale, on va évidemment faire les liens pour, si on ne connaît pas, distance sociale. Mais il y a des tas d'autres situations dans lesquelles la proximité, proximité, là je me suis trompé dans les flèches, c'était proximité spatiale, distance sociale. Ok, excusez-moi. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles la proximité sociale, elle va engager la distance spatiale. Et c'est l'un des grands problèmes de ce que la politique de la ville en France traite en termes de ce qu'on appelle, dans les langages administratifs, vous le savez bien, la mixité. Cette mixité qui est si problématique. Mais parce qu'elle est problématique, justement, c'est que nous pouvons en faire des choses. Et puis, ça, vous pouvez aller vers là, vers là, vers là. En tout cas, là, on est au cœur de cette matrice, si vous voulez utiliser le français, socio-spatiale. Et c'est là où je vous dis que les propos siméliens sont révolutionnaires. Parce que penser les rapports à l'espace à partir de ces quatre termes et des diverses manières de composer avec les situations et les contextes à partir de ces quatre termes, alors, chers amis, ça enlève tout un pan de la culture occidentale, de la culture platonicienne. Ça enlève toute une série de préjugés, de préconceptions qui sont fondamentales pour, par exemple, tout l'engouement qu'il peut y avoir par rapport à la question identitaire. Ou, côté, si vous voulez, urbanistique, ça pose, comme je l'ai dit tout à l'heure, des questions sur comment gérer cette mixité problématique. Combien de temps il me reste? 5 minutes. Ok. Non, plus, 10 minutes. Alors, là, j'aimerais partager avec vous les réflexions d'un collègue, Jean-Samuel Bordreuil, qui avait écrit un magnifique texte, mais que, comme c'était un texte de réponse à un appel d'offres, il n'a jamais voulu le publier. Là, je coordonne une publication sur cosmopolitisme et j'insiste pour qu'il fasse nécessaire pour le publier, mais il n'est pas très convaincu. Et si je le partage avec vous, c'est parce que je trouve que justement dans son analyse sur la manière dont métropole et mentalité à la fois posent des problèmes et en même temps elle nous donne des éléments pour interroger autrement les enjeux urbains, il me semble que ça vaut la peine de s'arrêter là un petit peu. Bordreuil nous disait que, bon, certes, métropole et mentalité, c'est un texte qui a été souvent critiqué à travers 3 termes. C'est un article angélique, c'est un article flou, et c'est un article ethnocentriste. Et pourquoi c'est un article angélique? Parce que bien sûr, à l'aune des tensions raciales ou intercommunautaires qui semblent borner notre horizon, et la façon de traiter la question urbaine de Simél dans ces textes peut poser problème. Et flou parce que le motif simélien d'une fonction positive de la contiguïté des différences ne va pas de soi, et cette idée comme quoi on peut évacuer du métissage comme version idéalisée de la fonction positive de la contiguïté des différences, ça c'est tout sauf politiquement correct, n'est-ce pas? Et puis, 3e terme, j'avais dit, ethnocentrique. Et Bordreuil nous dit, bon, c'est peut-être pas ethnocentrique, mais en tout cas, délibérément ethnocentré. Délibérément ethnocentré parce que les citadins, pour Simél, est toujours une possibilité comme déclencheur de ce qu'on peut appeler la démocratie à l'œuvre.
Et pour cela, il faut, je ne dirais pas revenir sur des fondamentaux, mais en tout cas, s'arrêter avec attention sur comment des clôtures, parfois ethnocentrées, dans les cas de Simmel, c'est l'éloge de la grande ville, et comment à partir de ces clôtures, justement, les enjeux sont tellement significatifs que ça vaut la peine d'y revenir. Et donc, Bordreuil essaie de placer les débats dans des registres plus pragmatiques. Il nous dit, première chose, l'ordinaire des citadins, l'ordinaire de la vie citadine, nous apprend que les proximités n'abolissent pas les différences. Et vice-versa. Deuxièmement, la fonction positive de la contiguïté des différences permet autant de relativiser l'univocité intégrationniste que, comme j'ai dit tout à l'heure, d'évacuer son idéalisation métissée et sa promesse intenable d'unanimité. Troisièmement, c'est mettre à l'abri des injonctions simplificatrices universalisme-multiculturalisme, binôme, mais pas seulement binôme, binaire, avec tout ce qui veut dire la binarité et sa façon de coloniser notre pensée et notre rapport au monde. Si c'est pas noir, c'est blanc. Si c'est pas ça, ça doit être celui-là. Et tous les parcours qu'il y a entre ça et ça passent à la trappe, souvent. Ou en tout cas, est rapatrié vers un extrême ou l'autre. Donc, se mettre à l'abri des injonctions simplificatrices sur l'universalisme et le multiculturalisme permet de sortir de la rhétorique alarmiste, de ménager un autre espace à l'interculturalité et de penser quelle forme de coexistence intercommunautaire peut être possible, non seulement par des morales des trottoirs, mais aussi comment ces morales des trottoirs peuvent être reliées aux maximes génériques de la vie publique. Vous savez, moi, j'habite à Paris, dans un quartier qui est devenu, qui était connu depuis un certain moment, mais qui est là, ces 2 ou 3 dernières années, est devenu encore plus connu, c'est le quartier Stalingrad-La Chapelle. Le quartier Stalingrad-La Chapelle, c'est un petit Calais. Avant, si on venait de l'Afrique ou des zones où on fait la culture de la mappole, comme on dit, de l'opium. Donc, vous savez, vous cherchez sur Internet, Stalingrad apparaît tout de suite. Alors, aujourd'hui, c'est un mot-clé pour les passeurs. C'est un mot-clé pour les passeurs, ce qui a fait que dans les 2 dernières années, on a vu, dans un périmètre quand même assez circonscrit, l'installation de réfugiés 38 fois, et 38 fois ont été délogés manu militari. 38 fois en même pas 2 ans. Et avec tout ce que cela peut poser comme problème, vous savez. Et tout ce que cela peut poser comme problème, rien que parce que l'espace public devient l'espace à tout faire, l'espace des intimités, des privacités, l'espace de raquettes à l'autre, mais l'espace aussi, évidemment, de la bienveillance, etc., etc. Mais lorsque c'est des passages, ça passe. Mais lorsque ça s'installe, là, les questions deviennent autrement problématiques. En tout cas, les troubles perceptifs est omniprésent et l'embarras moral devient incontournable, notamment depuis la perspective habitante. Et donc, entre la prolifération des tentes et des matelas propres aux abris de fortune, la densification en apparence monoethnique, pourtant diversifiée par là d'où il vient, Soudan, Afghanistan, Érythrée, et l'ébullition olfactive, émotionnelle et sonore de ceux qui n'ont le choix que de rester enfermés dehors, il devient difficile de départager les justes de l'urgent, y compris en termes d'ambiance, termes que pour les archis et les surbats qui sont sur place doivent pouvoir parler autrement,
même si ce n'est que parce qu'en France, il y a un travail conséquent qui est fait à ce niveau-là par les gens du Cresson, mais par les gens de l'école de Nantes. Peut-être celle d'ici aussi, je connais peu ou presque rien de ce qui se fait ici, mais bon, en tout cas, c'est l'avant-garde française aussi qui travaille cette question du rapport au sensible en termes d'ambiance. En tout cas, la vie à Paris et Stalingrad montre la production au quotidien des expériences d'adaptation à l'environnement plus ou moins problématiques. Cette expérience citadine est source des hybridations cosmopolitaines. Je cite à Ulrich Beck, le grand penseur allemand qui nous a aussi nourri notre cogito, pas seulement à propos de la société du risque, mais aussi à propos du cosmopolitisme. Et en tout cas, n'est plus habité. L'horizon de n'est plus habité, c'est un terme d'un collègue, Marc Breviglieri, à travers lequel il avait justement réfléchi à l'habiter et à l'usage, et à l'habiter comme étant l'une des modalités d'usage de la ville. Et donc l'horizon de n'est plus habité, caractérisant justement l'occupation territoriale des réfugiés et l'apparente perpétuité des épreuves vécues par l'habitabilité des espaces publics du quartier Stalingrad, fait surgir ainsi un laboratoire de cosmopolitisation de la réalité, dont les registres sont aussi significatifs que confus. Je cite Ulrich Beck rapidement: dans le cadre d'un réseau mondial d'interdépendance risquée, la réalité cosmopolite grandissante produit simultanément des conséquences secondaires non voulues et non analysées, y compris des conséquences sociales des actions qui visaient à d'autres résultats, qui par ailleurs n'étaient pas prévus pour être cosmopolites, au sens normatif du terme. Donc, ces Paris et Stalingrad des réfugiés ne montrent-ils pas que les injonctions à la mixité urbaine, d'habitude présupposées par les administrations urbaines, se trouvent doublées d'une hospitalité urbaine aussi présupposée par les collectifs qui encouragent de telles occupations? La place prise par des réalités hétéronomes qui dépassent leur cadre d'enregistrement et aboutissent au paradoxe des acteurs, comme disait Jacques Lolive, parfaitement informés mais incapables d'agir, montre aussi les limites de l'action et de la communication, y compris celle qui va avoir l'adjectif toujours de citoyenne à l'égard du bien commun. Quand des étrangers se transforment en voisins et la localité même marginale devient cosmopolitique, un apprentissage davantage interrogatif de ce que devenir citadin et comment faire ce passage du citadin au citoyen avec les moindres frais possibles, c'est pas ça aussi ce qui devrait prendre place. Les 3 minutes qui me restent, je l'utilise pour le troisième texte. Donc, troisième texte, sociologie et la sociabilité. Alors, dans ce texte, Simmel s'intéresse aux formes d'interaction et notamment 3 formes d'interaction. La conversation, les jeux et la coquetterie. Et alors, ce texte, pour un sociologue conventionnel, on ne peut pas imaginer un texte plus éprouvant. Parce que c'est un texte dans lequel Simmel nous soumet à l'épreuve d'apprendre à penser l'importance des formes. Non seulement les formes avec les contenus, mais surtout nous rendre compte de l'importance des formes bien au-delà des contenus. Conversation. Je vais aller très vite, je ne vais pas être canonique en termes académiques là. Écoutez, ça nous est arrivé à tous, je suis sûr, cette situation dans laquelle on retrouve un vieil ami, que ça fait un moment qu'on ne le voit pas. Et donc on se retrouve avec lui, et on le serre dans les bras, on s'embrasse, et on a 5 minutes devant nous, ou 10 minutes. Et dans ces 5-10 minutes, on commence par ouvrir un sujet.
deuxième, troisième, quatrième. Au bout de 3 minutes, on a sûrement ouvert 10 sujets différents qu'aucun n'a clôturé et que l'on sait qu'on ne va pas clôturer. Alors l'important là, c'est quoi? Évidemment, ce dont on parle, mais surtout le fait qu'on s'accorde la possibilité d'en parler et que ce qui nous réjouit, ce qui fait, ce qui produit la sociabilité, c'est cette possibilité même d'avoir une conversation. Deuxième exemple, les jeux. Bon, alors là, les plus jeux, compétitions parmi vous vont me dire, alors vous comprenez rien, vous n'avez jamais joué des jeux vidéo, etc., etc., alors qu'il appartient à la génération de l'Atari. Et c'est pareil avec les jeux, nous dit Simmel. Pour ceux qui ont des enfants, on sait très bien que la plupart des fois, lorsqu'on a des conflits, des micro-conflits, des anicroches qui entrent dans la fratrie va se nouer, il n'y a rien de mieux pour déjouer ces conflits que les faire rentrer ou saisir la situation problématique en termes de jeu. Je me permets de citer Nietzsche dans une phrase que je me rappelle quand je l'ai lue, je ne sais pas, je devais avoir 15 ans, ça m'avait marqué quand il disait la maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Puis, troisième exemple, celui de la coquetterie. Et là, ce que Simmel fait pour nous faire comprendre justement cette importance des formes, donne du tact, donne de la réserve, comme dans les deuxième cas, c'était superficialité mais aussi réserve. Okay? Là, c'est la question du tact. Pour jouer sans avoir à brûler tous les navires parce qu'on gagne ou on ne gagne pas, il faut du tact. N'est-ce pas? Encore plus lorsque on se met à jouer les jeux et la coquette. Et les jeux et la coquette, c'est le grand apprentissage avec Simmel, c'est que ce qui compte, ce n'est pas tout à fait le fait d'arriver au but. Ces buts séducteurs, même si je sais qu'en termes de... Je n'ai rigoureux en termes théoriques, la coquetterie et la séduction sont des choses différentes, mais ça c'est matière pour un autre colloque. Et ce qui compte, ce qui est fondamental, c'est de jouer ces jeux dans lesquels la coquetterie met sur la table cette possibilité de faire sentir les parfums, de rendre la situation, l'interaction agréable, voire même rapprochable à partir du parfum, mais en même temps, au bout d'un moment, on part. C'est ni oui ni non. Ou c'est oui, mais non, mais ce qui compte, ce n'est pas le but. Ce qui est fondamental, c'est cette situation de jouer les jeux de la coquette et de se prêter à ces jeux-là. Donc, sociabilité, à travers la conversation, les jeux, la coquetterie. Et puis, si vous me voyez venir, on revient à l'Orban Matrix. Parce que l'étrangeté, la superficialité et les régimes de réserve qu'elle engage, les tacts et aussi les formes de réserve qu'il va engager, va toujours nous mettre en face de ces 4 termes et de la façon dont on va les faire jouer, la façon dont on va les faire des combinaisons. Et les mêmes Isaac parlait, en faisant la préface de Ulf Anners, parlait les propres, qu'est-ce que c'est un citadin? Le citadin comme un combinard. Les citadins comme un combinard, c'est-à-dire comme celui qui peut changer les casquettes, mais qui peut changer les casquettes aussi en faisant le nécessaire, ou en tout cas en mettant en jeu les ressources et les compétences qu'il peut avoir et qu'il se doit d'avoir en termes d'étrangeté, en termes
des réserves et des valorisations de la superficialité dans les rapports sociaux en ville et en termes de tact pour, en quelque sorte, faire valoir ce qui appellerait une sorte de propédeutique avisée de la spatialité, qui est un vaccin pour se protéger autant d'emprises identitaires qui ont colonisé la production de savoir en sciences sociales que de l'architecture et de l'urbanisme qui s'abandonnent au trouble dès que les modèles du plan ou son appareillage comme processus, c'est-à-dire la culture du projet, sont troublés par l'usure, les usages qui se chevauchent, qui sont détournés, ou qui, tout simplement, font que les bâtis deviennent une ruine. Merci.